Je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre solution. » Ces mots furent prononcés au cœur de l'une des nuits les plus terribles de l'histoire d'Israël. L'homme qui les prononça n'était pas en première ligne. Il était assis au quartier général, dans un fauteuil ministériel, civil depuis 1 an déjà, sans un signe depuis 1 an déjà. Golda Meir l'appela le premier jour de la guerre du Kippour et lui demanda de revenir. Il n'hésita pas, parce que tels sont les hommes pour qui le mot « devoir » n'est pas une métaphore, mais la description précise de leur structure intérieure. Il s'appelait Haïm Bar-Lev, 8e chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, l'homme dont le nom est porté par une ligne de fortification longue de 150 km, percée en 2 heures. L'homme qu'on appela ensuite pour sauver le pays, et qui le sauva. C'est l'histoire de ce que c'est que de porter son propre nom lorsqu'il est devenu commun, et de ce qui arrive à un homme lorsqu'il refuse de se laisser briser par cela. Septembre 39. Un garçon de 15 ans, nommé Haïm Brozlavski, descend d'un bateau dans le port de Haïfa. Derrière lui, au sens le plus littéral, l'Europe. D'abord Vienne, où il est né, puis Zagreb, où s'est passée son enfance, et maintenant la Palestine, qui sur les cartes depuis plusieurs années ressemble à un endroit où quelque chose d'important se décide en ce moment même. Il arrive sans ses parents, seul, à l'école agricole de Mikvé Israël, officiellement pour étudier, mais en 1939 en Palestine, les études et la préparation à la guerre étaient presque la même chose, avec seulement des emplois du temps différents. Mikvé Israël était un endroit particulier. Des jeunes juifs du monde entier y venaient. Haïm y étudia pendant 3 ans. Il voulait devenir vétérinaire, et cette intention était tout à fait sérieuse. En d'autres temps, en d'autres lieux, cela aurait peut-être été ainsi. Mais le temps et le lieu étaient précis, et ils avaient leur propre opinion sur ce que devait devenir ce jeune homme de petite taille, trapu, très attentif. En 1942, Haïm Brozlavski rejoignit la Palmach. Les unités d'élite de choc de la Haganah se formaient alors à partir de volontaires dont la principale qualité était qu'ils comprenaient qu'il était impossible de rester à l'écart. La Palmach était commandée par Yigal Allon, l'un des esprits militaires les plus acérés de sa génération. Sous sa direction, Haïm commença comme simple soldat et gravit progressivement les échelons. En 1946, il commandait déjà une compagnie, et c'est dans cette qualité qu'il participa à une opération qui décrit brièvement et précisément quel soldat et quel homme il était. Dans la nuit du 15 juin, son unité fit sauter le pont Allenby près de Jéricho. Simultanément, à travers tout le pays, les forces de la Haganah attaquaient les infrastructures de transport britanniques, en signe de protestation contre la politique de restriction de l'immigration juive en Palestine. Le pont Allenby reliait la Cisjordanie à la Transjordanie. Il était une cible précise, importante, gardée. Bar-Lev accomplit la mission, sans perte, de nuit, dans les délais impartis. 3 ans plus tard, cet homme serait amené à commander un bataillon dans une guerre qui déciderait non du sort d'un pont, mais du sort d'un pays. Mais ce soir-là, dans cette nuit de juin au bord du Jourdain, il n'était encore qu'un jeune commandant de compagnie faisant ce qu'il fallait faire. La guerre d'indépendance commença pour Bar-Lev comme il s'y attendait tout à fait. Il savait vers quoi tout cela allait. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion lut la déclaration d'indépendance. Le lendemain, 5 armées arabes franchirent les frontières du nouvel État. L'Égypte par le sud, la Jordanie par l'est, la Syrie et l'Irak par le nord. Le commandant de bataillon de 24 ans, Haïm Bar-Lev, se trouva au centre de ce que les historiens militaires appelleraient ensuite l'une des guerres les plus inégales du XXe siècle. Un pays qui n'existait pas encore sur la carte hier, combattait aujourd'hui pour le droit d'exister tout court. Son bataillon opérait au sud, dans le Negev, contre les forces égyptiennes. C'était un théâtre de guerre entièrement différent des labyrinthes urbains de Jérusalem ou des collines de Galilée. Espace ouvert, air brûlant, colonnes blindées à l'horizon. L'armée égyptienne disposait d'une aviation, d'une artillerie, de véhicules blindés. Les unités israéliennes compensaient cela par la seule chose dont l'adversaire avait moins, la volonté d'agir immédiatement, sans égard pour ses propres pertes, avec la compréhension qu'il n'était pas possible de tarder. Bar-Lev formait en ces mois ce qu'on appellerait plus tard son style de commandement. Il ne fut jamais un homme de grands gestes. Il travaillait silencieusement, avec précision,
avec une pleine compréhension de ce qui se passait sur la carte et de ce qui se passait avec les hommes. Les officiers qui servirent sous ses ordres en ces années se souvenaient d'un trait qui le distinguait de beaucoup d'autres. Il savait toujours où se trouvait l'ennemi, parce qu'il pensait constamment à la place de l'ennemi, non seulement pour les siens, mais aussi pour ceux qui se trouvaient en face. Cette pensée, cette capacité à voir le champ de bataille des deux côtés simultanément, deviendrait avec le temps son principal outil stratégique. La guerre se termina par un armistice en 49. Israël avait tenu. Les territoires qu'il avait réussi à conserver formèrent la base des frontières du nouvel État. Le jeune commandant Bar-Lev sortit de la guerre avec la réputation d'un commandant fiable et de sang-froid, et avec la ferme conviction d'une chose, l'armée qui venait de vaincre n'était pas encore une vraie armée. Elle était un rassemblement d'hommes courageux avec des armes. La transformer en institution capable de défendre le pays dans 10, 20, 30 ans restait entièrement à accomplir. C'est précisément cette compréhension qui le poussa à étudier, non parce que ses galons l'exigeaient, mais parce qu'il voyait les guerres futures seraient gagnées par ceux qui pensent plus profondément, pas seulement par ceux qui tirent plus précisément. En 52, il se rendit en Grande-Bretagne, au collège d'état-major de Camberley, puis ce furent les États-Unis. Il étudiait la doctrine militaire, la logistique, la planification stratégique. Il revenait chaque fois différent de ce qu'il avait été au départ, non parce qu'il perdait quelque chose d'israélien, mais parce qu'il y ajoutait quelque chose qui manquait encore dans la culture militaire israélienne de l'époque, la systématisation. Le pays remarquait son ascension, un homme qui chaque fois s'acquittait de ce qu'on lui confiait et était prêt pour le niveau suivant avant même qu'on l'y désigne. La guerre des 6 jours en juin 67 fit de Bar-Lev un général au sens plein du terme, non par le grade qu'il possédait déjà, mais par l'envergure des missions qu'on lui confia. Il commandait les forces blindées sur le front du Sinaï, et en 6 jours, l'armée israélienne traversa la péninsule du Sinaï jusqu'au canal de Suez. Les forces égyptiennes furent si complètement démantelées que les observateurs internationaux débattirent longuement de comment une telle chose était même possible. Bar-Lev le savait. Vitesse, surprise, prise de décision au niveau des commandants de bataillon sans attendre d'ordre d'en haut. L'armée qu'il avait aidé à construire pendant 2 décennies combattait exactement comme il voulait qu'elle combatte. En janvier 68, il devint chef d'état-major, le 8e de l'histoire du pays. Il avait 44 ans. La première chose à laquelle il dut faire face dans ses nouvelles fonctions ne ressemblait pas à une guerre au sens habituel. L'Égypte, qui avait perdu le Sinaï, n'accepta pas sa défaite. Nasser annonça le début de ce qui entra dans l'histoire sous le nom de guerre d'usure. La logique en était simple et cruelle. Si Israël ne peut pas être détruit en 6 jours, on peut le saigner pendant 6 ans. Bombardements d'artillerie quotidiens le long du canal de Suez, tireurs d'élite, groupes de sabotage. Non une grande bataille, mais une chaîne infinie de petites pertes s'accumulant en une pression insupportable sur un pays à faible population. C'est alors que Bar-Lev prit la décision qui entra dans l'histoire sous son nom. Une ligne de fortification le long de la rive orientale du canal de Suez. 150 km de fortifications, de positions bétonnées, de postes d'observation reliés par des routes en arrière. L'idée était claire, créer une ligne défensive protégée qui stopperait les sorties égyptiennes et réduirait les pertes en personnel. La logique de la guerre de position contre la logique de l'usure. Ariel Sharon, alors commandant du district sud, s'opposa à cette décision. Sharon considérait la ligne comme un piège. Ses arguments étaient durs et précis. Les fortifications statiques créent une illusion de sécurité, lient les forces à des points fixes, privent l'armée de sa mobilité. La vraie défense du canal, disait Sharon, c'est la défense active, la pression constante sur l'adversaire, des frappes sur son territoire. La ligne, selon ses mots, était un moyen coûteux de donner aux soldats l'impression qu'ils sont protégés, alors qu'en réalité, ils devenaient des cibles immobiles. Bar-Lev écouta et ne changea pas de décision. Entre deux, ce débat dura plusieurs mois. 2 généraux, tous deux avec des biographies de combat irréprochables, regardaient la même carte et arrivaient à des conclusions opposées. Bar-Lev pensait aux pertes d'aujourd'hui.
Sharon pensait à la catastrophe de demain. Tous deux avaient raison dans leurs arguments, et tous deux se trompaient sur ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir. La ligne fut construite. La guerre d'usure se poursuivit jusqu'en 70 et se termina par un armistice. Les pertes diminuèrent. La ligne tint. Bar-Lev remit ses pouvoirs de chef d'état-major en janvier 72 et passa à la politique, dans le fauteuil de ministre du Commerce et de l'Industrie. Sharon démissionna avec éclat, convaincu d'avoir raison. Leur dispute semblait close. 20 mois après la démission de Bar-Lev, la ligne portant son nom fut percée en 2 heures. Le 6 octobre 73, le jour du Grand Pardon, Israël était silencieux. Les synagogues étaient pleines, les routes désertes. Les stations de radio ne fonctionnaient pas. Le pays jeûnait et priait, et dans ce silence, l'armée égyptienne concentra sur la rive occidentale du canal de Suez 2000 canons par kilomètre de front. À 14 heures, ils ouvrirent le feu simultanément. Ce qui se passa dans les premières heures ne fut pas simplement une percée militaire. Ce fut l'effondrement d'un concept. Les unités du génie égyptien utilisèrent des canons à eau pour éroder les remblais de sable le long du canal. Les fortifications construites pendant des années, qui devaient stopper toute offensive, s'avérèrent non pas un obstacle, mais un repère pour l'adversaire. Les garnisons des forts de la ligne Bar-Lev combattirent, mais les forces étaient sans commune mesure. Certaines positions tinrent des heures, d'autres tombèrent rapidement. Au soir du premier jour, les forces égyptiennes avaient traversé le canal et s'étaient établies sur la rive orientale. À Tel Aviv, dans son fauteuil ministériel, Haïm Bar-Lev était assis et écoutait les rapports. Chaque message était un coup d'une nature particulière. Non pas seulement une catastrophe militaire, sa ligne, sa décision. Son nom sur chaque carte que tenaient maintenant les officiers égyptiens. On peut seulement imaginer ce qu'il ressentit durant ces heures. Mais ce qu'il fit ensuite ne laisse aucun doute sur le type d'homme qu'il était. Golda Meir l'appela le même jour. Le front sud s'effondrait. David Elazar, chef d'état-major, et Moshe Dayan, ministre de la Défense, se trouvaient dans un état qu'un des témoins décrivit ensuite comme la confusion d'hommes qui ne suivaient pas le rythme des événements. Golda avait besoin de quelqu'un qui connaissait le sud, connaissait le Sinaï, connaissait les hommes là-bas. Quelqu'un avec autorité et sang-froid. Elle demanda à Bar-Lev de revenir. Il accepta sans hésiter et sans l'ombre d'un doute. Le pays était en danger. C'était la seule chose qui importait. Il fut nommé représentant spécial du gouvernement sur le front sud. Officiellement, cela sonnait prudemment. En fait, cela signifiait qu'il était venu rétablir l'ordre là où l'ordre n'existait pas. Le commandant du front sud, le général Shmuel Gonen, perdait le contrôle de la situation. Les divisions de réserve arrivaient aux positions et se lançaient immédiatement dans des contre-attaques sans coordination, sans renseignement, sans savoir exactement où se trouvait l'ennemi. Les pertes étaient terribles. Des colonnes blindées brûlaient en terrain découvert, touchées par des missiles anti-chars de nouvelle génération que le renseignement israélien connaissait mais n'avait pas pleinement évalué. Bar-Lev stoppa les contre-attaques chaotiques. Cette décision lui valut un conflit immédiat avec les commandants qui brûlaient d'avancer. Mais il comprenait ce qu'il ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Une armée qui attaque sans préparation perd des hommes plus vite qu'une armée qui tient. Il fallait du temps pour amener les réserves, rétablir les communications, comprendre la carte de l'adversaire, trouver ses points faibles. Et c'est précisément alors, lors d'une réunion où l'on discutait du plan de franchissement du canal en sens inverse, une percée vers le côté égyptien, que Bar-Lev prononça les mots qui devinrent son symbole personnel dans cette guerre. « Je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre solution. » Il savait que le plan était risqué. Il savait qu'il y aurait des pertes. Et il proposa quand même précisément ce plan parce que c'était le seul qui pouvait faire basculer le cours de la guerre. Le franchissement du canal de Suez en octobre 73 entra dans les manuels militaires comme l'une des opérations les plus audacieuses de la seconde moitié du XXe siècle.
Les forces israéliennes traversèrent vers la rive occidentale, se retrouvèrent dans les arrières de l'armée égyptienne et commencèrent à encercler la 3e armée égyptienne. Ce qui avait commencé comme une catastrophe se transforma en un renversement stratégique. Mais le chemin vers ce renversement passait par 2 semaines de décisions dont chacune aurait pu être la dernière. Ariel Sharon commandait l'une des divisions au sud. Le même Sharon qui, quelques années plus tôt, avait critiqué publiquement et durement la ligne Bar-Lev, l'appelant un piège, avertissant d'une catastrophe. Maintenant, il se trouvait sur le même front, dans la même guerre, où la ligne était déjà tombée exactement comme Sharon l'avait prédit. Leur relation en ces jours était, pour le dire avec douceur, tendue. Sharon cherchait à avancer, exigeait des actions immédiates, contestait les ordres. Bar-Lev exigeait coordination et ordre. Entre eux se déroulaient des conversations qu'on pourrait qualifier de vives, si ce mot rendait leur véritable intensité. Mais c'est précisément la division de Sharon qui trouva une brèche dans la défense égyptienne près du grand lac Amer. C'est par cette brèche que les forces israéliennes passèrent sur la rive occidentale. 2 hommes qui s'étaient disputés pendant des années sur la façon de faire la guerre se retrouvèrent au moment décisif, partis d'une même manœuvre. Sharon ouvrit un passage. Bar-Lev organisa la traversée. L'histoire est rarement nette, mais parfois elle est précise. L'opération Abirai-Lev, cœur de héros, commença dans la nuit du 15 au 16 octobre. Le pont de bateaux sur le canal était sous un bombardement d'artillerie constant. Bar-Lev se trouvait au poste de commandement et recevait des rapports toutes les quelques minutes. Le pont fut endommagé plusieurs fois. On le réparait et on continuait à le mettre en place. Au matin du 16, les premiers chars traversèrent vers la rive occidentale. Ce qui se passa ensuite, le commandement égyptien ne parvint pas à l'assimiler à temps. Les forces israéliennes sur la rive occidentale commencèrent à détruire les complexes de missiles sol-air, créant un couloir pour l'aviation. Sans couverture antiaérienne, les colonnes blindées égyptiennes sur la rive orientale devinrent vulnérables. La 3e armée égyptienne commença à être encerclée. Le 24 octobre, lorsque le cessez-le-feu entra en vigueur sous la médiation des superpuissances, les forces israéliennes contrôlaient la rive occidentale du canal et tenaient la 3e armée dans un étau. La guerre ne se termina pas par une victoire au sens auquel Israël était habitué. Elle se termina par un armistice, des négociations politiques, la pression de Washington et de Moscou, un jeu diplomatique complexe dans lequel les succès militaires des derniers jours furent échangés contre des garanties internationales. Le pays sortit de la guerre bouleversé. La commission Agranat, créée pour enquêter sur les causes de l'échec du début de la guerre, travailla pendant plusieurs mois. Ses conclusions furent douloureuses pour beaucoup. Le chef d'état-major, Elazar, fut contraint de démissionner. Les défaillances du renseignement, les erreurs d'évaluation de la menace, le retard de la mobilisation, tout cela retomba sur des noms précis et des décisions précises. Le nom de Bar-Lev dans les conclusions de la commission se trouvait placé différemment. Sa ligne avait été percée. Mais c'était lui qu'on avait appelé après la percée, et il s'en était sorti. Ce paradoxe le poursuivit longtemps ensuite. L'homme dont le concept avait subi une défaite le premier jour de la guerre était devenu l'un de ceux qui avaient sauvé la guerre. Les critiques disaient que la ligne avait été une erreur dès le départ. Les partisans disaient qu'elle avait rempli sa fonction pendant la guerre d'usure et n'avait pas été conçue pour une offensive à si grande échelle. Bar-Lev lui-même ne gaspillait pas beaucoup de mots en auto-justification. Il reconnaissait les faits et avançait. Après la guerre du Kippour, Israël traversait cet état particulier qui arrive à un homme après une grave maladie. Le corps avait survécu, mais quelque chose à l'intérieur avait changé pour toujours. Le système politique craquait sous la pression. Golda Meir démissionna en avril 1974, incapable de supporter le poids de la condamnation publique. Avec elle partirent des hommes de sa génération, ceux qui avaient construit l'État à partir de rien
et qui portait la responsabilité de ce qui s'était passé en octobre 73. Bar-Lev resta, non parce qu'il était protégé des critiques, mais parce que dans la culture politique israélienne de l'époque, un homme qui était revenu de la vie civile dans le moment le plus sombre et avait redressé la situation avait un compte moral particulier. En 77, il devint secrétaire général du parti Avoda, les travaillistes israéliens. C'était un rôle d'une toute autre nature que tout ce qu'il avait fait auparavant. Non un commandement, non une stratégie, non une carte avec des positions marquées. Un parti politique, avec ses coalitions, ses factions, les ambitions personnelles de ses membres et la nécessité de constamment équilibrer des intérêts contradictoires. Il fut député à la Knesset, il occupa des postes ministériels, ministre de la police, ministre du commerce et de l'industrie. Chacun de ces rôles n'était pas pour lui un échelon de carrière, mais une tâche précise à accomplir. Les personnes qui travaillèrent avec lui en ces années notaient un trait caractéristique. Il ne parlait jamais de son avenir politique. Il ne construisait jamais une image publique en visant les prochaines élections. Il travaillait simplement avec ce qui était devant lui aujourd'hui. Dans les années 80, le parti Avoda traversait une période difficile. Menahem Begin et le Likoud étaient arrivés au pouvoir en 77 et le maintenaient. La société israélienne changeait. Son centre de gravité politique se déplaçait. Les travaillistes cherchaient un nouveau langage, de nouveaux leaders, une nouvelle identité. Bar-Lev, dans ses recherches, était une figure stable, mais pas réformatrice. Il appartenait à la génération des fondateurs et portait sur lui toutes les vertus et toutes les limites de cette appartenance. En 92, Avoda revint au pouvoir. Yitzhak Rabin devint Premier ministre. Pour les gens de la génération de Bar-Lev, ce retour avait une signification particulière. Aux commandes se trouvaient à nouveau ceux qui avaient construit le pays les armes à la main, qui comprenaient le prix de chaque décision en matière de sécurité, non à partir de notes de service, mais à partir de leur expérience personnelle. Bar-Lev faisait partie de ce retour, et c'est alors que Rabin lui proposa Moscou. Le poste d'ambassadeur d'Israël en Russie n'était pas, au début des années 90, une fonction cérémonielle. L'Union soviétique venait tout juste de se désintégrer. La Russie traversait l'une des périodes les plus chaotiques de son histoire. Et simultanément, se produisait quelque chose qui avait une importance directe et immense pour Israël. Des Juifs du feu Union soviétique venaient dans le pays, par centaines de milliers. Toute une génération de personnes qui pendant des décennies n'avaient pas pu partir, avaient maintenant obtenu cette possibilité et l'utilisaient. Les relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique avaient été rompues dès 1967, après la guerre des 6 jours. 25 années de silence officiel. Elles ne furent rétablies qu'en 91. Bar-Lev arriva à Moscou en 92. Il avait 68 ans. Derrière lui se trouvaient 7 guerres, plusieurs postes ministériels, des décennies dans la plus haute hiérarchie militaire et politique du pays. Moscou était un monde entièrement différent, et il le comprenait. Son passé militaire à Moscou était perçu d'une manière inattendue. Les militaires russes qu'il rencontrait lui témoignaient un respect d'une nature particulière, celui que les professionnels éprouvent envers d'autres professionnels, indépendamment du côté où ils s'étaient trouvés. La guerre du Kippour était étudiée en détail dans les académies militaires soviétiques. L'armée égyptienne avait combattu avec des armes soviétiques et selon des doctrines soviétiques. Les personnes assises en face de Bar-Lev à la table des négociations connaissaient sa biographie. Cela créait un fond particulier pour la conversation. Le thème principal de sa mission était l'Aliyah. La réinstallation des Juifs de l'ex-URSS en Israël avançait en vagues, qu'il était difficile de décrire en chiffres sans perdre derrière eux le sentiment vivant de ce qui se passait. Les gens abandonnaient appartements, emplois, modes de vie établis, et venaient dans un pays que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu, mais qui était pour eux quelque chose de plus grand qu'une simple adresse. Bar-Lev comprenait ce processus non abstraitement. Il était lui-même un homme qui, à 15 ans, était venu en Palestine depuis Zagreb. Son travail à Moscou consistait à créer des conditions dans lesquelles ce flux de personnes pouvait se mouvoir aussi librement que possible. Des rencontres avec des gens qui voulaient partir mais avaient peur.
Des rencontres avec des gens qui ne voulaient pas partir, mais avaient besoin de ne pas être oubliés. En parallèle se déroulait le travail de rétablissement plus large des relations bilatérales, liens commerciaux, échanges culturels, contacts militaires au niveau de ce qui était possible entre deux pays avec une histoire si différente de relations mutuelles. Bar-Lev menait ses négociations avec une patience qui surprenait ceux qui le connaissaient comme un homme décisif et direct. Mais il comprenait que la diplomatie requiert un rythme différent de celui de la guerre. En guerre, l'hésitation coûte des positions. En diplomatie, la précipitation coûte la confiance. À Moscou, la maladie le rattrapa. La dystrophie musculaire se développait lentement, mais inexorablement. Ceux qui le voyaient dans les derniers mois de son travail en Russie remarquaient qu'il lui devenait plus difficile de se déplacer. En 1994, il rentra en Israël. Les forces le quittaient plus vite qu'il ne pouvait arrêter ce processus. Le 17 mai 1994, Haïm Bar-Lev mourut à Tel Aviv. Il avait 70 ans. Israël l'enterra avec les honneurs militaires sur le mont Herzl, le cimetière militaire national du pays. La cérémonie fut sobre, sans pathos inutile. La ligne Bar-Lev est devenue l'exemple le plus connu de la façon dont un concept militaire reçoit le nom de son auteur et le poursuit ensuite, indépendamment du contexte. Les critiques, qui ne manquaient pas de son vivant, disaient après sa mort la même chose. La ligne était une erreur. La pensée de position à l'époque de la guerre de manœuvre était un anachronisme. La percée de 73 était prévisible. Les partisans répondaient avec la même constance. La ligne avait rempli sa fonction pendant la guerre d'usure, réduit les pertes à une période où chaque soldat tué était une perte irremplaçable pour un petit pays, et n'avait pas été conçue pour une guerre de l'ampleur de celle qu'organisa l'Égypte en 73. Les deux camps ont raison dans leurs arguments, et tous deux passent à côté de quelque chose d'important. La vraie question n'est pas de savoir si la ligne était la bonne décision. La vraie question est de savoir ce que fait un homme lorsque sa décision s'avère mauvaise et lorsque cela devient connu du monde entier en temps réel. Bar-Lev répondit à cette question non par des mots, mais par une action. Il revint, sans condition, sans marchandage, sans tentative de rejeter la responsabilité sur d'autres ou de se distancier de ce qui se passait. Golda Meir l'appela le premier jour de la guerre qui détruisait son héritage militaire, et il dit oui. Cette décision se tient à part de tous les débats sur la ligne. On peut avoir raison dans ses idées et être lâche au moment décisif. On peut se tromper dans sa stratégie et rester soi-même sous une pression qui brise la plupart des hommes. Bar-Lev appartenait à la seconde catégorie. Et c'est là, en fin de compte, ce qui est plus important que n'importe quelle ligne sur une carte. Ariel Sharon, qui s'était disputé avec lui pendant des années, qui avait été son adversaire dans les discussions militaires les plus fondamentales, dont la division avait percé la défense égyptienne dans cette même guerre où la ligne Bar-Lev était tombée, n'a jamais nié son importance. Leur opposition était réelle, leur désaccord était profond. Mais tous deux comprenaient quelque chose qui les unissait plus fortement que les disputes ne les séparaient. Tous deux servaient la même cause, et tous deux étaient prêts à en payer n'importe quel prix. Des centaines de milliers de Juifs, venus de l'ex-Union soviétique en Israël au début des années 90, ne connaissaient pour la plupart pas le nom de l'homme qui travaillait à l'ambassade de Moscou pour que leur chemin soit un peu plus facile. Ils ne savaient pas que l'ambassadeur qui recevait des délégations et négociait les procédures de départ était ce même général dont le nom figure sur les cartes de la péninsule du Sinaï. Pour eux, il était simplement un fonctionnaire israélien faisant son travail. La maladie le prenait lentement, mais il ne changeait pas de rythme jusqu'au bout. C'était aussi une partie de son caractère, cette même partie qui en 1943 avait amené un adolescent de Zagreb en Palestine, seul, sans parents, sans garantie, avec seulement la compréhension que c'était là sa place. Il n'a jamais cherché le chemin facile, il cherchait le chemin juste. Et lorsque le chemin juste exigeait tout de lui, il donnait tout, sans regarder en arrière ce qu'on en dirait après.